44. Le 6 juin 44, un événement, c'est le débarquement. Alors, vous savez, pour nous qui étions cachés, parce que quand même, tous les soirs je rentrais, hein, bon, mais on vivait clandestinement, quoi, c'est ça. Le 6 juin, le débarquement, nous, on suivait ça, on avait une petite radio, et on suivait ce débarquement qui réussit, et puis l'avance des Alliés, etc. On se dit, on va être libérés. Malheureusement, le 13 juin 1944, les Allemands entourent la petite maison où on était cachés et arrêtent toute la famille. On a été dénoncés, bien sûr, mais par qui, je n'en sais rien, mais ils savaient, parce qu'ils nous surveillaient déjà depuis quelques jours, ils savaient qu'on rentrait tous les soirs, que moi je rentrais aussi, parce qu'il fallait que j'aille dorme et que je mange un petit bout. Mon père aussi, lui il avait des faux papiers aussi, il fallait qu'il nourrisse sa famille. Ils nous ont pris. Ils nous ont pas brutalisés, hein, bon. Et alors on a pu faire une petite valise, et puis alors on a été amené à la Gestapo avenue Louise. On était mis dans les caves là-bas, il y avait d'autres personnes qui étaient arrêtées, et puis le lendemain, ils nous ont emmenés en camion à Malines, à la caserne d'Ossin, qui était le lieu de rassemblement, donc avant la déportation. Bon, pour nous, le plus important, c'était qu'on restait en famille quand même. C'était ça, parce qu'ils disaient, mais non, mais vous restez en famille et vous allez travailler dans les pays de l'Est. C'était leur slogan. Donc, si vous voulez, c'était eux qui nous avaient pris, il fallait bien les croire. Bon, donc on s'est organisé à Malines. Bon, on n'était pas si mal finalement. On était relativement bien nourris, on avait une bonne soupe, on avait du pain, etc. Donc c'était pas gastronomique, mais enfin bon, on était nourris. Et on était logés. Et alors, finalement, j'ai rencontré d'autres jeunes gens de mon âge. On se maintenait en forme, on se dit, parce qu'on avait quand même les échos de l'avance des Alliés qui avançaient sur Paris, donc on se dit, ils ne feront plus jamais de transport. Le 26 juin 1944, c'est mon anniversaire. Mon père est appelé au bureau et puis il revient avec un petit colis. Et c'est pour moi, j'ai dit, c'est pour moi, oui. C'était de mon amie, qui, elle, ne me voyant pas un dimanche, était inquiétée. Et puis un deuxième dimanche, elle a fait des investigations. Et puis finalement, elle a appris qu'une famille juive a été arrêtée, et que moi, j'étais finalement juif, et que j'étais arrêté aussi. Et puis finalement, elle a suivi toute la filière. Elle est arrivée à la caserne de Dossin, espérant me voir, mais elle n'a pas pu me voir, etc. Et j'ai reçu ce petit colis. Alors pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire de savoir quand même qu'à l'extérieur de cette prison, parce que c'était quand même une prison, quelqu'un que pensait à moi, quelqu'un tenait à moi, etc. Et dans ce petit colis, il y avait au fond une petite photo d'elle. Bon, finalement, le 31 juillet 1944, rassemblement dans la cour de la caserne, ils commencent à appeler des noms, dont toute ma famille. Ils avaient quand même réussi à faire un train, malgré le fait que l'armée avait priorité sur les nazis et sur les SS, etc. Et un train constitué des fameux wagons de marchandises. Et le soir même, on a été embarqués dans ces wagons, à 30 ou 40, 50 peut-être par wagon, avec un cube, un seau pour les besoins. Et puis on a pu prendre nos petites valises, etc. Et puis bon, quand le train était chargé, je crois qu'on était 800 ou 900, je ne sais pas exactement. Le train est parti. Alors j'avais un crayon, un bout de papier, et j'ai écrit un petit mot à mon ami, en lui disant, voilà, je ne sais pas le terme exact, mais j'ai, voilà Nini, nous sommes déportés vers les pays de l'Est, hein, nous ne savons pas où, mais nous avons le moral, nous reviendrons, et je dis, tu salues les copains, et je mets son adresse. Et je laisse tomber ce papier par les fentes du plancher de ce wagon, sur le ballast. Eh bien, figurez-vous qu'un cheminot a trouvé un papier, et vu qu'il y avait une adresse, l'a mis dans une enveloppe et a mis un timbre, et j'ai appris quand je suis rentré d'Allemagne qu'elle avait reçu ce message. Moi, j'avais gardé sa petite photo. Puis voilà, alors, bon,
par la lucarne du wagon, on regardait dehors et on a été transporté, parce que je ne peux pas dire qu'on n'a pas voyagé, on a été transporté comme ça pendant 3 jours et 3 nuits, mais on restait des heures immobiles parce que ce n'était pas un train prioritaire. On a mis donc 3 jours et 3 nuits pour arriver quelque part. On ne savait pas où. La 3e nuit, le train s'arrête définitivement, les portes s'ouvrent et je suis ébloui par des projecteurs. Je devine la silhouette de soldats et des chiens, et puis alors des ordres en allemand, Schnell, Groß, etc. Et puis alors, vous savez, quand vous avez voyagé comme ça dans un inconfort total, et vous sortez de ces wagons hébétés, hein, où elle naît, on pose des questions, et puis on nous fait comprendre qu'on doit laisser nos bagages au pied de ce wagon, et puis ça fait comme un troupeau, hein, 800 ou 900 personnes qui débarquent en même temps. Et alors, bon, on nous pousse en avant. Et puis alors, finalement, je vois qu'à l'avant de ce groupe, il y a des SS qui sont occupés à faire quelque chose, et puis plus je me rapproche, plus je vois qu'ils séparent les hommes des femmes. Ils mettent les hommes à gauche, les femmes à droite. Non, non, juste l'inverse. Ils mettent les femmes à gauche, les hommes à droite. Mais tout ça se passait très vite. Hein. Et alors, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple avec des petits-enfants. Le mari ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants, puisque le slogan était « Vous resterez en famille, donc pourquoi quitter ça ?» Et alors, un SS est arrivé avec sa matraque, a commencé à le battre jusqu'au moment où il lâche prise, en lui disant « Tu le reverras plus tard ». Et puis il a rejeté vers les hommes. Et pour moi aussi, ça a été brutal, parce que pour quelle raison j'aurais dû dire adieu à ma maman, pour l'embrasser, pour quelle raison, puisqu'on devait rester en famille. Donc là, j'ai été séparé brutalement de ma mère et ma jeune sœur, qui ont été mises à gauche. J'ai été mis à droite avec mon frère et mon père. Et puis quand toute cette séparation a été faite, ils ont poussé le groupe des hommes encore en avant, et on a de nouveau été arrêtés par des SS qui ont refait une sélection. Ils ont mis à gauche les vieillards, les malades, et puis les tout jeunes. Donc, mon jeune frère a été mis à gauche, et moi j'ai été mis à droite avec mon père. Et on était finalement une centaine de jeunes gens avec des adultes de 40-45 ans maximum. Ils nous ont mis en rang par 3, et puis on a fait 200-300 mètres. On est arrivé devant un bâtiment tout en longueur. Et là, ils nous ont donné l'ordre de nous déshabiller tout nus. Tout nus, alors on s'est regardé, parce que bon, la nudité à cette époque-là n'était pas comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je veux dire, se déshabiller entre hommes, c'était tout à fait banal, mais même les femmes, les hommes, les femmes enlèvent leur soutien facile. Enfin, je veux dire que c'était différent, on était très pudiques. Alors on s'est regardé, mais j'ai vu les matraques qui se lèvent. Mon père qui parle allemand a dit « Tu dois te déshabiller tout nu ». Bon, alors finalement, on s'est déshabillé tout nu. On a pu garder la ceinture et les chaussures. Et puis, en file, l'un derrière l'autre, on est rentré dans ce bâtiment. Alors j'essaie d'expliquer aux jeunes pour qu'ils sachent, qu'ils aient une image dans la tête. Je leur dis, mais écoutez, vous devez vous imaginer que c'est une usine. Et que d'un côté, il y a des vaches qui rentrent, et que tout à fait de l'autre côté de l'usine, il y a des boîtes de cornets de bif qui sortent. Ici, ce n'était pas des vaches qui allaient rentrer, c'était nous, moi. J'étais encore un jeune homme, quoi, en bonne santé, je fuyais, mais enfin j'étais nu. Puis quand je suis rentré dans cette usine, j'ai été surpris. J'ai vu pour la première fois des hommes avec un costume très spécial. Rayé, gris et bleu. Moi, ça m'a fait penser à des bagnards. Mais là, il y en avait un qui était assis sur une table, il m'a pris par la nuque, mais toujours sans explication. Il avait une tondeuse en main, et très professionnellement, il m'a tondu la tête, la boule à zéro, quoi, très rapidement. Puis les poils en dessous du bras, puis les poils du pubis, tous les poils du corps, quoi. Et puis toujours sans explication, il m'a passé à un autre de ces bagnards qui, lui, avait un seau, il y avait un détergent dans ce
ce seau avec une brosse. Il m'a passé partout, on m'avait tondu. Et puis alors, toujours sans rien dire, il m'a rejeté comme si je n'étais rien du tout. Et puis là, en courant presque, on est passé dans une pièce l'un derrière l'autre. Il y avait de l'eau qui tombait du plafond. C'était une douche, mais on n'a pas reçu de savon, pas d'essuie. Et puis on est arrivé dans une pièce où il y avait quelques tables. Derrière chaque table, il y avait un SS et puis il y avait un de ses bagnards à côté de lui. Ils avaient un registre devant eux. Et puis alors, bon, on me met devant cette table. Et puis là, je dois donner mon vrai nom, mon vrai prénom, mon âge, mon lieu de naissance. Pas la nationalité, ils s'en foutaient. Le lieu de naissance et profession. Qu'est-ce que j'allais dire? Profession. J'avais pas de profession, pas fourreur, pas mécanicien, parce que j'ai. Mais à Malines, donc, quand on a appris que le soir même, on allait faire. Qu'il allait avoir un transport et que notre groupe de jeunes, etc. Alors, on a questionné nos parents qui venaient de ces pays de l'Est. Dit, c'est quoi ces pays de l'Est? Ben, on nous a répondu, ben voilà, on va être au mois d'août, il va faire très chaud. En hiver, par contre, il fait très froid, du 20, 25, en dessous de zéro. Et puis, il y a plein de forêts. Alors, notre petit groupe a dit, ah, il y a plein de forêts, mais si on nous demande notre profession, on n'a qu'à dire que nous sommes des bûcherons. Comme ça, on va travailler, comme au mois d'août, il va faire chaud, à l'extérieur. Et puis peut-être, ça c'est une vue d'esprit des jeunes, on va peut-être pouvoir s'évader. Et là, je suis sur le lieu même où on me pose la question, on me demande, profession. Alors bien sûr, je dis, bûcheron. Et je vois que tout ce que j'ai dit, mon nom, mon prénom, mon âge, etc., correspond à un numéro dans ce registre. Alors le bagnard qui se trouve à côté de l'SS prend mon bras gauche, il a une pointe en main qui trempe dans de l'encre, et puis très rapidement il me marque ce numéro dans ma chair, dans mon bras gauche, B3635. Alors je ne comprends plus pourquoi. Il me marque là comme un animal, je suis marqué comme... Mais pourquoi B3635? Toujours sans explication, c'est fini, il me rejette dans la file des prisonniers, ou alors on passe en courant presque devant d'autres bagnards qui ont une pile de vêtements derrière eux, et alors ils nous jettent comme ça chaque fois un truc, et puis on met ça sur son ventre, en pile, ça veut dire que je reçois comme ça une veste, je reçois un pantalon, je reçois une chemise, je reçois une liquette, je reçois un caleçon, et pour finir, je reçois une espèce de bonnet. Et puis alors je cours, et puis je suis dehors, je suis sorti de cette usine, mais hébété, et puis je regarde les autres qui ont subi le même traitement que moi. J'essaie de reconnaître mon père sans ses cheveux, les copains sans leurs cheveux. Mais très vite, les matraques se lèvent de nouveau. Schnell, il faut s'équiper très vite. Alors je vais regarder, je reprends les vêtements qu'on m'a donnés et je regarde avec horreur, je vois avec horreur que ce sont des vêtements de bagnards rayés, gris et bleus. Alors je ne comprends plus rien. Pourquoi on m'a marqué comme un animal? Pourquoi on me donne des vêtements de bagnards? Moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Pourquoi? On devait rester en famille. Et puis ici, je suis avec mon père. Mais très vite de nouveau, Schnell, on doit très vite s'équiper. On s'habille. Et puis ils nous mettent en rang par 3. Et puis alors on a fait 2-3 kilomètres à pied. Il faisait beau. On a été arrêtés par des fils de fer barbelés. Il y avait 2 rangées. Il y avait une rangée, il y avait des panneaux blancs avec une tête de mort. Donc je devine qu'il doit y avoir de l'électricité là-dedans. Et on est devant un portail. Et en haut de ce portail, il y a une inscription « Arbeit nach frei ». Bon, moi, comme petit bruxellois, j'avais appris quand même le flamand. Ce n'était pas ma langue maternelle, mais bon. Arbeit, ça voulait dire travail. Frei, ça voulait dire libre, mais je ne voyais pas le rapport entre les deux. Le portail s'ouvre, on rentre, on devine des bâtiments d'un étage, il y en a pas mal. Ils nous amènent dans un de ces bâtiments, au premier étage, ils ouvrent une porte. On rentre dans une pièce où il n'y a strictement rien, pas de mobilier, rien du tout. Notre groupe rentre, sans explication. Puis il ferme les portes. Et alors, nous sommes toujours en pleine nuit. Tout ça s'est passé tellement vite. Et alors, à qui est-ce que je peux poser des questions? À mon père, il a subi le même traitement que moi. Alors, fatigué, on se couche par terre pour dormir. À 5 heures du matin, le soleil se lève, nous sommes en été, les portes s'ouvrent,
les SS rentrent avec leurs matraques accompagnés des bagnards. Parce que bon, nous on a juste reçu un costume de bagnard, mais nous ne sommes pas des bagnards. Eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des collaborateurs des SS. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Mais enfin, eux, ils ont des bâtons. Et alors commence donc pour ce petit groupe les collages, comment devenir un bon esclave, quoi. Obéissant aux ordres, connaissant les ordres en allemand, connaissant son nouveau nom, pour moi B3635 en allemand, et alors apprendre à saluer avec ce bonnet qu'ils appellent Mützen, d'apprendre à saluer, ne pas regarder un SS dans les yeux, avoir une attitude humble d'esclave. Il fallait que nous devenions, pas seulement dans le nom d'esclave, mais nous devions dans notre chair aussi comprendre que nous n'étions plus des hommes, mais des Untermensch. Bon, et ça c'était à coups de bâton, à coups de matraque, etc. Un drill, couché, debout, quand on est couché, il marche sur l'eau, il tape sur les têtes, qui dépassent, etc. Et puis à un certain moment, il y a des prisonniers qui arrivent. On voit à leur attitude que eux, ce sont des prisonniers, ce ne sont pas des collaborateurs des SS. Et ils viennent avec une grande bassine dans laquelle il y a un liquide brun et chaud. Il y a un autre qui a des gamelles à moitié rouillées. Et alors les SS disent en rigolant, c'est la pause café. On se regarde tous. Et alors, très vite, ils nous font mettre en file l'un derrière l'autre. Et puis, ils comptent 5 prisonniers. Ils donnent une gamelle dans laquelle ils ont versé 2 litres de ce liquide brun et chaud. Et on est là à se regarder. Qui va le premier laper comme un animal, vraiment, ce liquide? Parce qu'on n'a rien reçu d'autre. On n'a pas reçu à manger, on n'a pas reçu à boire. Et puis, le drill recommence. À coup de matraque, à coup de... Bon... Et puis, il y a d'autres prisonniers qui sont arrivés. Ce sont des tailleurs. Ils vont coudre sur notre veste un rectangle blanc sur lequel on va devoir mettre notre nouveau nom, pour moi B3635. Et en dessous, ils vont coudre un signe distinctif qui dit pour quelle raison nous sommes enfermés dans le camp. Et alors, ça c'est typiquement à Auschwitz. C'était comme une pyramide, hein. Donc je veux dire que tout à fait en haut de la pyramide, il y avait des triangles verts. Et c'était quoi les triangles verts? C'était des droits communs. Donc des gens que les SS ont sortis des prisons, allemands, ukrainiens, parce que je parle ukrainiens parce qu'il y en avait pas mal, et de tous les pays qu'ils occupaient en Europe, quoi. Et ces triangles verts avaient donc reçu une promotion dans laquelle ils étaient devenus les patrons dans les camps. C'était eux qui devaient faire travailler les prisonniers qu'ils avaient en dessous d'eux, et ils avaient droit de vie et de mort sur eux. Donc quand vous dites un gars qui était en prison parce qu'il avait tué des gens, bon, il avait droit de vie et de mort sur les gens, il ne se gênait plus, vous comprenez, bon, parce qu'il avait une impunité. Donc ça, c'était typiquement à Auschwitz. Les triangles verts, c'était eux qui dirigeaient les camps. C'était les capots, les capots. Et puis en dessous des triangles verts, il y avait des triangles rouges. C'était les politiques, ceux qui étaient là pour raisons politiques. Mais en 1944, il y en avait très peu à Auschwitz, parce qu'en 40 et 41, 42, il y en avait pas mal, mais beaucoup de Polonais qui sont morts à Auschwitz. Et c'était justement des gens, ou des otages, enfin, ou des prisonniers politiques, enfin, etc. Et beaucoup de soviétiques aussi. En dessous des triangles rouges, il y avait les triangles noirs, c'était les asociaux, c'était les saboteurs. Enfin, en dessous des triangles noirs, il y avait les triangles roses, c'était les homosexuels. Parce que ça aussi, les nazis voulaient éliminer. En dessous des triangles roses, il y avait les triangles mauves, c'était les témoins de Jéhovah. Tout ça, il fallait éliminer. Et tout à fait en dessous, il y avait des triangles jaunes avec un triangle rouge qui formait comme une étoile. Et ça, c'était les Juifs. Et en 1944, c'était la majorité des prisonniers de Auschwitz, puisque depuis 1942,
la réunion de Wannsee avait décidé de la solution finale, l'élimination totale de tous les juifs d'Europe, de tous les tziganes d'Europe, de tous les homosexuels, et puis par après des slaves. En fait, c'était ça leur programme. Donc, ils avaient commencé par les juifs et les tziganes. Et donc, c'était ça la majorité en 1944. Parce que Auschwitz, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'était pas un petit camp. Mon père a appris aussi que nous étions, nous, dans le camp Auschwitz numéro 1, qui était en fait une ancienne caserne polonaise, qui, quand les Allemands ont pris la Pologne, qui a été donc transformée en prison pour les opposants à le régime, les Polonais, etc. Et par après, depuis 1942, donc c'était pour les Juifs, en majorité. Et que dans ce camp, donc, il y avait une trentaine de bâtiments qu'ils appelaient des blocs. Et ces blocs, dans chaque bloc, dans la caserne, dans Auschwitz numéro 1, il y avait à peu près entre 15 000 et 20 000 prisonniers. C'est pour vous dire donc l'importance. Et alors, il a appris aussi que où nous sommes rentrés avec le train. Quand nous sommes arrivés, nous ne sommes pas arrivés à Auschwitz numéro 1, puisqu'on a fait 2-3 kilomètres à pied. En fait, le train entier rentrait dans le camp d'Auschwitz numéro 2, Birkenau. Donc, comme un train entier qui vous essayez de voir l'importance de ce camp. C'est que tout simplement, il s'arrêtait devant les deux plus grandes chambres à gaz et fours crématoires. Parce qu'à Auschwitz-Birkenau, il y en avait 4 qui fonctionnaient nuit et jour. Donc, là, nous avons été débarqués sur le quai, mais qui s'appelait la rampe, et c'est là que les sélections ont été faites, les premières sélections, les femmes à gauche, les hommes à droite. Et chez nous, ils avaient mis les vieillards, les jeunes, etc. à gauche, et puis à droite, et on est resté finalement qu'une petite centaine d'hommes et de jeunes gens. Eh bien, ils avaient fait la même chose chez les femmes. Ils avaient mis à gauche les grands-mères, les malades, les mamans et les bébés, tous les jeunes enfants. Et puis à droite, ils avaient mis ce qu'ils allaient récupérer comme main-d'œuvre. Alors mon père avait posé la question à ce tailleur, parce que comme il parlait polonais, il parlait entre ses dents, parce que si les SS voyaient qu'ils communiquaient entre eux, ils allaient recevoir des coups. Finalement, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait avec tous les gens, les gens qu'on a mis à droite, on sait que bon, on doit, Arbeitsmarkt, on doit essayer de travailler. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les gens qu'on a mis à gauche? Ah ben il dit, voilà, ces gens ils se sont évadés d'Auschwitz par la cheminée. Par la cheminée, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprenait pas parce qu'à ce moment-là, on était dans l'ignorance des fours crématoires et des chambres. Donc, mais c'était tellement énorme. Comment est-ce que vous pouviez croire ça? Donc, on était dans le camp, mais comment est-ce qu'on pouvait croire que des gens amenaient d'autres gens et des enfants simplement pour les gazer, les brûler? Donc, parce que finalement, c'était toute une comédie qui jouait vis-à-vis de ces gens, en leur disant, mais voilà, vous devez maintenant passer à la douche et à la désinfection pour rentrer dans le camp, parce qu'il y a le typhus. Et nous, on a peur du typhus, vous comprenez, donc vous devrez vous désinfecter, et on devra désinfecter vos vêtements aussi, etc. Donc on les a amenés dans un local qui était donc une sorte de vestiaire, où il y avait des crochets, il y avait des numéros, en leur disant, vous souviendrez bien de votre numéro, où vous allez mettre vos vêtements, et puis tout nus, on les amenait donc pour prendre une douche. Et on les faisait rentrer dans un local où il y avait effectivement des pommeaux de douche. Et puis quand ils étaient tous rentrés, on fermait la porte, et puis par le dessus, il y avait des ouvertures, on laissait tomber le zyklon B, donc le gaz. Et 15 à 20 minutes après, tout le monde était mort, gazé. Donc on mentait à ces gens jusqu'à la dernière minute de leur mort. Mais comment est-ce qu'on pouvait le croire? Nous, on n'avait rien vu. Et puis voilà, donc ces tailleurs sont partis, le drill a recommencé, et puis là, le lendemain, j'ai aperçu les premiers morts, parce que de notre groupe, il y avait des jeunes
qui moralement ont flanché de ce traitement, etc. Ils étions en été, les fenêtres étaient grandes ouvertes du premier étage. Ils ont sauté du premier étage, mais c'est pas grave. Mais ils ont été jetés sous les fils de fer électriques. Donc ils se sont suicidés. J'ai pas compris comment on pouvait se suicider. Et puis tous les jours, ils venaient demander des professions. Nous avons appris, nous étions dans la quarantaine, le bloc de quarantaine. La quarantaine, c'était quoi? C'était la réserve. La réserve des pièces pour les commandos. C'est comme ça qu'ils nous considéraient. Des pièces pour un des commandos de travail. Mais tous les jours, ils venaient demander des professions, mais jamais ils venaient demander des bûcherons. Mon père s'est renseigné, enfin bon, il a dit, mais ils n'en ont pas besoin. Ils demandent des professions qu'ils ont besoin. Alors, tu dois te désolidariser de tes amis, il me dit. Parce que jamais ils demanderont des bûcherons. Il faut que tu sortes. Moi, je vais sortir, il me dit, parce que comme il parlait polonais et parlait allemand, eh bien, il dit, moi, je vais pouvoir mieux me débrouiller dans un commando de travail que ici, parce que Arbeit macht frei. Arbeit macht frei, c'est du travail, tu seras nourri, c'est ça que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'on recevait ici? Rien, peanuts. Et il sort de la quarantaine. Un jour, il demande un menuisier. Et je lève la main. Bon, ils me prennent, hein, comme menuisier. Ils prennent mon numéro B3635. Et c'est en plein jour, je vois la grandeur du camp, je vois qu'il y a beaucoup de blocs, il y en a une trentaine. Et puis on m'amène au bloc numéro 7. Et au bloc numéro 7, on me fait rentrer. Et puis dans la chambre de gauche, là, c'était une chambre tout en longueur. Et puis il n'y avait que des lits. Mais des lits sur 3 niveaux, hein, des chalits. C'était à Brendong, donc vous savez, pouvoir visualiser ce que c'était. Des lits, on dit un lit, mais c'est des trucs en bois, il y a juste une paillasse, et puis une couverture, et puis c'est tout. Et donc, ce n'était que pour dormir. Et dans un coin, il y avait un lit normal, une armoire, une table, une chaise, et un capot. Donc un responsable, un triangle vert, qui était responsable de cette chambrée, où il y avait 200, 250 prisonniers peut-être qui dormaient, parce qu'on ne faisait que dormir. Et en plus, ce capot de chambrée, c'était lui qui distribuait le morceau de pain auquel on avait droit après l'appel, le soir. Bon, donc il me fait rentrer là-dedans, je suis dans cette chambrée, puis alors on me donne au capot, on me dit voilà un nouveau, et puis alors il prend mon numéro B3635 qu'il a inscrit dans son registre, et donc je suis officiellement inscrit comme travailleur dans le camp, je serai donc nourri, et je suis menuisier. Il me donne une couchette du milieu, et puis il m'indique demain matin, tu vas à cet endroit, c'est ton commando. Bon, les commandos rentrent du camp le soir, hein, tombé, les commandos rentrent, donc ils sont sortis du camp le matin pour aller travailler, le soir ils rentrent au camp. Et ils rentrent avec leurs morts, parce qu'il y a eu des morts pendant la journée, des gens qui sont morts d'épuisement, parce que la nourriture qu'on recevait était calculée, que quelqu'un qui rentrait dans le camp en bonne santé physique, etc., eh bien, avec la nourriture eh bien, et le travail qu'on lui faisait faire, il tenait 3 mois. Donc, il y en a qui étaient morts d'épuisement, donc d'autres qui ont été battus à mort par le capot de ce commando, ou d'autres qui ont été abattus simplement par un SS, etc. Donc, ça n'a aucune importance. Il fallait rentrer avec les morts. Parce que comme on avait été compté le matin, à la sortie du camp, il fallait que quand on fait l'appel du soir, tout le monde soit présent, mort ou vivant. Et alors là, on se met en rang par 10, et il compte. Il nous compte, il nous recompte jusque le total soit juste, à l'unité près, mort ou vivant. Et c'est pour ça qu'on a des fois attendu des heures et des heures, des nuits entières, parce qu'il manquait un gars. Il ne savait pas où il était. Il était peut-être mort dans un coin, on ne le retrouvait pas. Et tout le camp attendait jusqu'à quand c'était... Et c'était important d'attendre et de terminer l'appel, parce qu'après ça, on recevait son fameux morceau de pain.
Donc cette fois-là, ça s'est passé relativement vite, ça a peut-être duré 1 heure, etc. Donc alors, c'est la galopade, parce que bon, quand on était dans la quarantaine, on était entre nous, donc on n'imaginait pas qu'il y avait une multitude comme ça de prisonniers. Mais non, là, dans les blocs, c'était la folie, parce qu'on courait directement pour avoir son morceau de pain. Donc, alors, on devait passer devant son capot, on devait le saluer, donner son numéro, recevoir son numéro, son morceau de pain, et l'avaler en vitesse, pour qu'on ne le vole pas. Et puis en plus de ça, parce qu'on avait faim. On avait faim, on avait toujours faim. Voilà comment donc j'ai passé ma première nuit dans le camp.